Bonjour à tous et bienvenue. Ici Martin qui vous parle. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Pas de taux zéro, Sonal 2C de Franklin Templeton sur les possibles mouvements de la Fed en période de récession. La liste de souhaits de Biden, le président américain souhaite la présence de Xi Jinping au sommet du G20 en Inde. Le dollar se maintient, pourquoi BNY Mellon pense que l'expansion des BRICS ne détrônera pas la domination du dollar. Sujet numéro 1. La récente réunion des décideurs politiques à Jackson Hole, Wyoming, a été axée sur la discussion des changements structurels dans l'économie mondiale. La volatilité actuelle sur les marchés obligataires souligne l'importance de comprendre ces changements et de ne pas les confondre avec des fluctuations temporaires dues à des politiques ponctuelles. On a prétendu que la Réserve fédérale, Fed, devrait maintenir des taux d'intérêt plus élevés pendant une plus longue période et il semble que les marchés commencent à adhérer à cette idée. Cependant, lorsque la Fed assouplira sa politique, il est prévu que les taux d'intérêt ne baisseront pas autant qu'anticipé. 2 raisons expliquent cela. Tout d'abord, le taux d'intérêt réel d'équilibre est supposé être plus élevé que ce que la Fed et de nombreux analystes pensent, et ensuite, la politique budgétaire laxiste continuera d'augmenter l'offre d'obligations. Le taux d'intérêt réel d'équilibre, appelé R-star, est un facteur clé à prendre en compte. Les estimations à long terme de la Fed indiquent actuellement un taux nominal des fonds fédéraux de 2,5%, ce qui implique un taux réel de seulement 0,5% en tenant compte de l'objectif d'inflation de 2%. Cependant, cela est probablement trop bas. En fait, les données historiques suggèrent que la moyenne à long terme du taux réel des fonds fédéraux était d'environ 2% avant la crise financière mondiale, GFC. En tenant compte d'un taux d'inflation moyen de 2% à 2,5% à l'avenir, un taux nominal des fonds fédéraux d'au moins 4% à 4,5% serait plus raisonnable. Il convient de noter que les prévisions de la dot-plot du FOMC en 2012 indiquaient également un taux des fonds fédéraux à long terme dans cette fourchette. Les années qui ont suivi la GFC, la conviction au sein de la Fed, des économistes et des participants au marché était que les taux d'intérêt resteraient exceptionnellement bas en raison de la stagnation séculaire, une hypothèse popularisée par Larry Summers en 2013. Cette hypothèse soutenait que des changements structurels causés par la démographie, les inégalités et l'accumulation d'actifs par les banques centrales et les fonds souverains avaient entraîné une ère d'épargne excessive, se traduisant par des taux d'intérêt constamment bas. Les analyses économétriques ont également soutenu cette vision en suggérant que le taux d'intérêt réel d'équilibre avait chuté à environ 0,5% après la GFC, contre un niveau précédent de 2,5%. Sous l'hypothèse de taux d'intérêt bas persistants, les gouvernements ont profité des faibles coûts d'emprunt et ont augmenté les dépenses déficitaires. Par conséquent, la dette fédérale américaine détenue par le public est passée de 35% du PIB en 2007 à environ 100% aujourd'hui. Cependant, la croyance en des taux bas persistants aurait pu être erronée. Les développements récents suggèrent que la baisse des rendements obligataires n'était pas un changement structurel, mais plutôt un impact temporaire du ralentissement post-GFC et des interventions des banques centrales. Par conséquent, les États-Unis font face au défi d'une dette croissante qui doit être refinancée à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui pose des risques budgétaires. Compte tenu de la vigueur de l'économie, il est clair que le taux nominal actuel des fonds fédéraux de 5,25% à 5,50% avec un taux d'inflation légèrement supérieur à 3% implique un taux réel d'environ 2%. Cela suggère que la politique monétaire est actuellement dans une position neutre, ce qui correspond à la résilience de l'économie. Si les taux à court terme se stabilisent finalement à 4% à 4,5% comme mentionné précédemment, en ajoutant une prime de terme historique d'un point de pourcentage, les rendements à long terme des bons du Trésor américain seraient de 5,0% à 5,5%. Il est important de noter que d'autres facteurs techniques peuvent limiter l'augmentation des rendements à long terme, en particulier lorsque l'on considère des rendements à long terme nettement plus bas dans d'autres économies avancées. Néanmoins, des rendements à long terme des bons du Trésor américain proches de 5% ne sont pas irréalistes. Bien que les rendements ne puissent pas atteindre ces niveaux à court terme en raison des risques d'une économie affaiblie, il est raisonnable de s'attendre à une inversion moins prononcée de la courbe des rendements. Lors des récessions précédentes, la courbe des rendements s'inversait en moyenne d'environ 40 points de base, ce qui donnerait un taux sur les obligations du Trésor à 10 ans proche de 5%. En ce qui concerne les perspectives budgétaires, la politique budgétaire laxiste aux États-Unis nécessitera une augmentation des émissions obligataires pour le financer. Selon le Congressional Budget Office, CBO, le déficit budgétaire devrait passer d'environ 5% du PIB l'année dernière à environ 6% en 2023. Ces projections ne tiennent pas encore compte de l'impact de la dernière initiative de soulagement des prêts étudiants.
En regardant plus loin dans le futur, la hausse des dépenses obligatoires de sécurité sociale et de soins de santé, combinée à des coûts d'intérêt plus élevés, exercera une pression sur le budget américain, sur fond de taux d'intérêt plus élevés et d'une dette plus importante. Le CBO prévoit que les dépenses nettes d'intérêt passeront de 2,5% du PIB cette année à 3,7% d'ici 2033, poussant le déficit budgétaire à environ 6,5% du PIB. De plus, d'ici 2031, les dépenses d'intérêt dépasseraient les dépenses totales discrétionnaires non liées à la défense. Il est essentiel de souligner que les projections du CBO concernant les paiements d'intérêt sur la dette pourraient être trop optimistes. L'hypothèse d'un taux d'intérêt moyen sur la dette d'environ 3% au cours de la prochaine décennie, avec des rendements des bons du Trésor américain à 10 ans inférieurs à 4%, semble irréaliste. En supposant un scénario plus réaliste, où le taux d'intérêt moyen est supérieur de 0,5 points de pourcentage aux hypothèses du CBO l'année prochaine, et de 1 point de pourcentage supplémentaire pour les 10 années suivantes, les dépenses d'intérêt seraient déjà plus élevées que prévu. D'ici 2033, les dépenses d'intérêt atteindraient 5% du PIB, soit près de 1,5 point de pourcentage de plus que la base du CBO, ce qui porterait le déficit budgétaire à 8,6% du PIB. Cette spirale de la hausse des taux d'intérêt et de la montée du déficit budgétaire pourrait avoir des conséquences graves. Les taux d'intérêt plus élevés entraînent des coûts de service de la dette plus élevés, à moins que des réductions de dépenses importantes ou des hausses d'impôts ne soient mises en œuvre. L'hypothèse d'un taux d'intérêt sur la dette supérieur d'un point de pourcentage à celui du CBO semble réaliste, et cela entraînerait un taux d'intérêt moyen sur la dette légèrement inférieur à 4% pour la prochaine décennie. Cela représente encore un point de pourcentage de moins que la période précédant la GFC. La montée du déficit budgétaire, à son tour, augmenterait le risque de crédit perçu des obligations à long terme, poussant la prime de terme à la hausse. De plus, le changement de politique monétaire du Japon, qui permet une certaine hausse des rendements obligataires japonais, exercerait également une pression sur les rendements américains car il réduit l'attrait relatif des bons du Trésor américain pour les investisseurs japonais. Il est clair que la confiance en une nouvelle ère de taux d'intérêt bas a été mal évaluée. Cette mauvaise évaluation entraîne maintenant une hausse de l'inflation et met une pression supplémentaire sur le budget du gouvernement américain, qui a déjà une marge de manœuvre limitée. Le nouveau cadre de politique monétaire adopté par la. Sujet numéro 2. La liste de souhaits de Biden, le président américain souhaite vivement la présence de Xi Jinping au sommet du G20 en Inde. Le président américain Joe Biden a exprimé son espoir que le président chinois Xi Jinping participe au prochain sommet du G20 à New Delhi, aux côtés de plusieurs autres dirigeants mondiaux. Cependant, des rapports récents suggèrent que le président russe Vladimir Poutine et le président 11 pourraient ne pas assister au sommet. La déclaration du président Biden concernant la participation du président 11 était neutre, exprimant simplement son souhait sans spéculer sur les raisons de son éventuelle absence. En revanche, Farwa Amer, directrice des initiatives pour l'Asie du Sud à l'Asia Society Policy Institute, a souligné une interprétation possible de l'absence du président 11 au sommet du G20 en Inde. Amer a suggéré que cette décision pourrait être vue comme une indication de la volonté de la Chine de ne pas permettre à l'Inde de prendre les devants, notamment dans le contexte régional et mondial. Cette perspective met l'accent sur le désir de la Chine de maintenir son rôle et son influence dominant, ce qui influe sur les dynamiques de pouvoir existantes dans la région. Amer a également souligné l'importance de l'absence du président 11 dans la résolution des tensions frontalières entre la Chine et l'Inde. Elle a suggéré que l'apaisement nécessiterait des efforts diplomatiques soutenus, compte tenu du paysage géopolitique complexe de la région himalayenne et de la concurrence stratégique de la Chine avec les États-Unis. L'absence du président 11 lors de sommets de haut niveau tels que le G20 renforce la complexité et la délicatesse du processus de négociation, qui implique également la nécessité d'aligner les audiences intérieures sur la voie diplomatique à suivre. En regardant vers l'avenir, Amer a souligné la complexité des relations sino-indiennes, mettant en évidence l'entrelacement des problèmes frontaliers avec les contentieux historiques, la fierté nationale et les intérêts stratégiques. Alors que les deux nations aspirent à une influence mondiale, leurs interactions sont influencées non seulement par les dynamiques régionales, mais aussi par le cadre plus large de la concurrence entre la Chine et les États-Unis en tant que grande puissance. L'issue du sommet du G20 reflètera dans quelle mesure les tensions géopolitiques et la concurrence stratégique impactent la coopération économique mondiale et la diplomatie multilatérale. Depuis les affrontements de Galwan en 2020, les relations sino-indiennes sont marquées par des tensions croissantes et des différends frontaliers non résolus. Malgré plusieurs rounds de discussions diplomatiques et des réunions récentes de commandants de corps, une résolution rapide et facile des différends frontaliers semble peu probable dans un avenir proche.
Le Premier ministre Modi a toujours souligné que la trajectoire des relations sino-indiennes dépend de la situation le long de la frontière, soulignant ainsi l'importance de cette question. La dynamique bilatérale entre l'Inde et la Chine a été complexe, comme en témoigne l'interaction limitée entre le Premier ministre Modi et le président 11 lors du sommet des BRICS. La publication d'une nouvelle carte chinoise revendiquant la souveraineté sur l'État du nord-est d'Arunachal Pradesh et le plateau contesté d'Akse Chin a encore exacerbé les tensions. L'Inde a vivement protesté contre les revendications de la Chine, le ministre des Affaires étrangères S.G. Shankar les qualifiant d'absurdes. absurdes. La Chine, quant à elle, a employé une stratégie familière en exhortant toutes les parties à rester objectives et à éviter les surinterprétations de la question. En conclusion, l'absence du président 11 au sommet du G20 en Inde soulève plusieurs implications, notamment la réticence de la Chine à céder le leadership à l'Inde, la complexité des négociations frontalières et le contexte plus large de la concurrence entre la Chine et les États-Unis en tant que grande puissance. L'issue du sommet servira d'indicateur important de la coopération économique mondiale et de la diplomatie multilatérale au milieu des tensions géopolitiques. Sujet numéro 3. Le dollar continue de dominer, pourquoi BNY Mellon estime que l'expansion des BRICS ne détrônera pas la dominance du dollar. BNY Mellon, une institution financière, suggère que le dollar ne devrait pas perdre son statut de monnaie de réserve mondiale dans un avenir proche. Bien que l'expansion du groupe BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, représente un défi pour la domination du dollar, il n'est pas prévu que cela impacte significativement son statut. Lors d'un récent sommet à Johannesburg, les dirigeants des BRICS ont invité des pays tels que l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Égypte à rejoindre le groupe dans le but de trouver une alternative au dollar. BNY Mellon reconnaît que l'inclusion de l'Iran, des de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite renforcerait l'influence du nouveau groupe dans les exportations énergétiques, notamment le pétrole. Cela pourrait potentiellement conduire à l'émergence d'un panier de matières premières soutenu par l'or et le pétrole au sein du nouveau groupe. De plus, les BRICS élargis contrôleraient également une partie importante des ressources mondiales, notamment le manganèse, le graphite, le nickel et le cuivre. L'incorporation de trois importants exportateurs de pétrole, à savoir l'Arabie Saoudite, et l'Iran, renforcerait davantage le groupe, qui représenterait ainsi 42% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Malgré ces développements, BNY Mellon affirme que la domination du dollar devrait rester intacte. Bob Savage, responsable des marchés, de la stratégie et des perspectives chez BNY Mellon, suggère que les nouvelles unions monétaires devraient se concentrer sur la technologie ou les paniers verts plutôt que sur des alternatives basées sur l'or ou le carbone. Savage soulève également des préoccupations concernant l'inclusion des et de l'Arabie Saoudite, car leur puissance économique et leur PIB par habitant pourraient entrer en conflit avec des considérations à long terme liées à la transition des sources d'énergie carbonée vers des sources durables. Selon Savage, le rôle futur du dollar dépendra largement de la technologie, notamment des puces informatiques haut de gamme. BNY Mellon estime que cela sera le facteur clé influençant l'utilisation du dollar au cours de la prochaine décennie. Il est intéressant de prendre en compte les implications de l'expansion des BRICS et de leurs éventuelles démarches visant à défier la domination du dollar. Bien que l'ajout de nations influentes exportatrices de pétrole et le contrôle de ressources essentielles puissent renforcer la puissance économique collective des BRICS, BNY Mellon indique que ces facteurs seuls pourraient ne pas être suffisants. La suggestion d'explorer les technologies ou les paniers verts comme alternative invite à une réflexion et une analyse approfondie. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que le dollar maintiendra son statut de monnaie de réserve mondiale, ou pensez-vous que l'expansion des BRICS représentera un défi significatif ? Veuillez partager vos opinions et vos idées dans la section des commentaires.